Bonjour, je suis ici au parc Mosaïque près de Lille en compagnie de la conteuse Françoise Barré. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise, tu es conteuse, je l'ai dit, mais aussi auteure et comédienne. Et tu as créé ta compagnie, la compagnie Dire d'Étoiles, on y reviendra après. Alors ici on est au parc Mosaïque où tu as raconté aujourd'hui, dans le cadre du festival, Les Bons Contes font les beaux jardins, donc qui a lieu tous les dimanches du mois d'août. Alors comment est venue ton envie de raconter, de devenir conteuse professionnelle? Alors, en fait, quand j'ai commencé mon métier de comédienne au départ, je n'imaginais pas du tout un jour devenir conteuse et raconter pour le jeune public, puisqu'une partie du travail des conteurs, c'est quand même vis-à-vis du jeune public. On m'aurait dit ça, j'aurais dit non, mais ça va pas la tête. C'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai fait un travail des études de théâtre avec des gens assez prestigieux comme Daniel Besguiche, Antoine Vitesse à Paris. J'étais jeune étudiante à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours auprès d'eux. Et je voulais devenir metteuse en scène. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma compagnie. Il y a de ça plus de 30 ans. Et donc, j'ai commencé ce métier. Et puis, en même temps, les textes m'intéressaient, mais j'avais toujours envie de les retravailler. J'ai essayé la mise en scène, mais j'ai trouvé que l'ego des comédiens était absolument insupportable et que c'était beaucoup trop compliqué à gérer. Voilà. Et puis, il se trouve que sur les chemins de la vie, je suis arrivée donc à Boulogne-sur-Mer. Et on m'a demandé de faire un spectacle sur la mer. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée au conte et j'ai travaillé avec une musicienne, Teddy Terrain, qui nous a quittés beaucoup trop vite il y a de ça une quinzaine d'années. Et on a créé toutes les deux deux spectacles. Un spectacle pour le jeune public et un spectacle pour les adultes. Et je me suis intéressée à ce moment-là à l'univers du conte. J'étais vraiment à ce moment-là complètement comédienne et j'ai créé ces spectacles en tant que comédienne. Mais ça m'a permis de découvrir ce qu'était la littérature orale, c'est-à-dire de me rendre compte que dans les contes, on peut passer du réel à l'imaginaire, il n'y a pas de frontières, qu'on peut passer d'un univers très intime à un univers très large, qu'on peut passer d'un personnage à l'autre. Et tout ce qui m'intéressait finalement dans le théâtre s'est rassemblé à ce moment-là dans l'outil conte, c'est-à-dire le travail sur la voix, le corps, l'écriture, l'histoire. Il se trouve que j'ai une formation aussi en histoire de l'art et tout ce qui est civilisation m'a passionnée et que quand je voyais ces textes comme l'Iliade, l'Odyssée ou comme les textes de Chrétien de Troyes qu'on rencontre en fait dans l'iconographie, je me disais mais comment raconter cette histoire, parce que moi je les considérais comme des textes de théâtre. Chez Racine et Corneille, voilà, la virgule doit être respectée et chaque E muet, voilà. Et donc, quand j'ai compris que ces textes étaient en fait comme une espèce de photographie et qu'ils pouvaient parler aussi en travaillant sur les contes sur la mer, j'ai interviewé des marins, j'ai été à la rencontre de gens, j'ai lu des récits de mer, donc j'ai mélangé tout ça et je me suis j'ai découvert le conte et la littérature orale à ce moment-là et en même temps le travail aussi pour le jeune public auprès de Teddy Terrain qui travaillait beaucoup aussi c'était le début des dumistes, enfin des gens qui intervenaient en milieu scolaire, qui interviennent encore. Et donc elle avait plein d'instruments à ce moment-là qui n'étaient pas très connus, mais des bâtons de pluie, des trucs sur lesquels elle tapait. Enfin, elle fabriquait elle-même des instruments. C'est une très grande pianiste. Donc elle a fait musicalement, on pouvait passer entre guillemets du bourritage à de la très grande musique. Elle a créé des chansons, enfin elle a mis en musique des chansons que j'avais créées. Et voilà, et c'était le tout début du spectacle au jeune public. Et donc ce spectacle, La Galibelle, qui a été donc créé en 94, a énormément tourné pendant 10 ans. Et j'ai commencé, à ce moment-là j'ai eu des enfants. Et je leur racontais des histoires chez moi et j'avais un plaisir magnifique à faire ça. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis pris les pieds dans la marmite du conte. C'est-à-dire que les enfants me disaient de temps en temps, raconte une histoire qu'il y a dans ta tête. Donc je leur disais, donne-moi un objet, une histoire, un lieu, un événement. Et puis ça partait comme ça. Et donc ce plaisir que je prenais avec eux, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'avais jamais entendu un conteur à ce moment-là. Et j'ai commencé à raconter, je devrais pas le dire, mais je peux le dire maintenant, quand même, presque 30 ans plus tard. J'ai commencé à raconter, j'avais jamais entendu un conteur.
Et puis bon, après, je me suis dit quand même, il faut que je dise que je me forme. Et donc, j'ai été voir Pépito Matteo, Michel Hindenow, Gigi Bigot. Enfin voilà, j'ai été voir ces gens-là qui m'ont dit, mais t'es crétine ou quoi? C'est pas grave, t'es comédienne, t'es conteuse, c'est pareil. Enfin, tu utilises les mêmes outils. Et à ce moment-là, j'ai compris en fait que dans le conte se rassemblaient toutes mes envies, à la fois de proximité avec le public, d'imaginaire, de jouer tous les personnages. Quand je dis, maintenant je joue Zeus, Héra, Aphrodite, les sorcières, les monstres, les ogres, tous, on les joue tous. Travaille sur la voix, sur le corps. Et puis, donc comme j'avais, là peut-être on en reviendra à cette deuxième question autour de la compagnie, venant du théâtre, j'avais une compagnie et j'ai gardé cette compagnie pour pouvoir créer de temps en temps des spectacles un peu plus construits, avec un metteur en scène, avec des musiciens, etc. Voilà. Oui, alors justement, la compagnie, c'est la compagnie Dire d'Étoiles. Et justement, comment elle s'est créée et puis comment tu as intégré ça avec le conte? Et donc en fait au départ elle s'est créée à la sortie des cours des écoles que j'avais faites à Paris où j'ai croisé quelqu'un qui a fait son chemin en tant qu'auteur, Catherine Zambon. On était sur les bancs de l'école ensemble et à la sortie de l'école on s'est dit on va créer une compagnie. On avait toutes les deux un point commun aussi, c'est un très grand attachement au féminisme. C'était dans les années où on se posait encore pas mal de questions, on s'en pose toujours d'ailleurs. En tous les cas, cette première compagnie, on l'a appelée le Théâtre de l'Engeance, en pensant la salle Engeance, voilà, les femmes, etc. Enfin, et donc on a cheminé une dizaine d'années ensemble et puis bon, chacune est partie de son côté, elle beaucoup sur l'écriture et moi c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le conte et donc j'ai gardé la compagnie qui a changé de nom, qui est devenue donc le Théâtre Dire d'Étoiles et là on peut dire que c'est le moment où il y a eu cette bascule où je suis passée de vraiment comédienne à conteuse et où j'ai vraiment mis toute mon énergie sur le travail autour de la littérature orale. Et le nom, comment est venu le nom Dire d'Étoiles? Parce que les étoiles, je crois que c'est la première chose que les hommes et les femmes ont regardé. Ils ont levé le nez la nuit, les nuits tombent vite et quand on vit dans la nature avec juste une petite chose sur la tête de rien du tout. Les étoiles, c'est le seul moyen de se repérer dans l'espace, vraiment. Ces étoiles qui bougent, je crois que c'est les premières interrogations à la fois de relation au monde et à l'univers que les humains ont pu se poser. C'est à partir des étoiles qu'ils ont commencé à se raconter des histoires. Donc c'est le grand dire d'étoiles, dire l'étoile au singulier à cause de ça. Chaque étoile a à dire quelque chose. Et au sein de cette compagnie, donc il y a des comédiens, des conteurs, des musiciens? Alors, je suis, comme on dit, directrice artistique, c'est-à-dire c'est moi qui crée les projets. J'y retrouve ma place. Je parlais de mise en scène au départ, donc j'ai des projets et j'invite des gens autour de moi pour réaliser ces projets. Donc des metteurs en scène, en particulier donc Jean-Louis Gonfalone avec lequel je travaille depuis maintenant 20 ans, avec lequel on travaille vraiment à quatre mains parce que les metteurs en scène de théâtre, parfois ils projettent leur univers sur vous, alors que là c'est plus un accompagnateur d'artistes, quelqu'un qui à partir de ce que je propose, de spectacle en spectacle, je le fais de manière de plus en plus ouverte, de se dire que tiens, tel passage, on va plutôt le traiter comme ça ou comme ça, et donc du coup l'écriture se façonne petit à petit au fur et à mesure du travail commun qu'on fait avec lui. Et puis, comme je disais, pour moi, en tant que conteur, on travaille d'abord, le premier outil, c'est la voix. La voix, c'est un instrument de musique. J'aime beaucoup chanter. Je suis pas une grande musicienne, mais je sais ce que c'est qu'une note, je sais tenir une deuxième voix. Voilà, je peux travailler avec des instruments simples. On parlait tout à l'heure de l'auto-harpe ou du hang. Mais quand on parle, on peut pas chanter en même temps. Donc la première expérience que j'ai faite, c'était avec Sylvie Lyonnais, qui était donc chanteuse et qui travaille beaucoup sur l'improvisation vocale. Donc ça, c'était il y a longtemps, en 97, je crois. Donc, et donc on a créé un spectacle à deux voix, vraiment voix parlée, voix chantée. Et en même temps, les musiciens avec lesquels je travaille, j'essaye
qu'ils ne soient pas des accompagnateurs, mais vraiment que la musique et que le musicien soit en même temps complètement dise quelque chose du spectacle. Dans la narration. Dans la narration, dans une autre forme de narration. Et tout d'un coup, la voix, elle va se mettre à chanter, mais elle continue à raconter en chantant. Et de la même manière, ça m'arrivait de travailler avec des danseurs. C'est pas le danseur qui va danser à côté, c'est comment le geste, à un moment donné, poétique, devient danse. Et là aussi, ça m'a obligée, avec Denis de Tournai, justement autour du spectacle Amazon, qui a été créé en 2004, un spectacle qui a été très, très fort pour moi, où j'ai vraiment travaillé seule, mais avec des accompagnants musiciens qui m'ont aidé à travailler sur ce travail sur la voix et sur le corps, donc de Nuit de Tournai, qui m'a fait faire un travail qui m'a permis à un moment donné de gestuer, d'esquisser des choses de danse. Et après, j'ai travaillé avec des danseurs en duo, trio, où là aussi, du coup, c'est pas un accompagnement, mais c'est comment la danse circule d'un corps à l'autre. Alors oui, la musique tient une place quand même importante dans ton travail et on peut le voir sur ton site diredetoiles.com, le site de la compagnie, donc Dire d'Étoiles, diredetoile.com, qui est le site de ta compagnie donc, et là on peut voir les contes musicaux que tu as créés. Voilà, un bon nombre de spectacles musicaux en effet, et puis avec des partenaires réguliers. Alors il y a Jean Cohen-Solal avec lequel je vais reprendre un spectacle là début octobre à Autun, à côté de Montreuil, sur les ailes du vent. Et puis Isabelle Bazin, qui est chanteuse accordéoniste et qui a aussi une formation de clown. Et donc comédienne de plus en plus au fur et à mesure des spectacles. Elle prend une place aussi de duo, de répondant. Voilà, et donc là, il va y avoir Gourmandise qu'on va jouer à Templeuve au mois d'octobre. Et puis un spectacle qui a été très important depuis 3 ans, qui tourne autour de la Grande Guerre, qui s'appelle Ces inconnus chez moi, où on est parti à la recherche des témoignages. Parce que pour moi, le conte, c'est la littérature orale, mais c'est les épopées, c'est comment les récits se racontent aussi dans nos histoires et comment elles se racontent encore aujourd'hui. J'ai créé le spectacle Amazon, ça raconte aussi l'histoire des femmes aujourd'hui, des envies des hommes et des femmes de vivre les choses différemment, autrement. Et Ces inconnus chez moi, c'est dans cette lignée. C'est-à-dire, je suis partie à la recherche des témoignages des hommes et des femmes qui se sont rencontrés, qui venaient des 4 coins du monde, et en particulier sur le Pas-de-Calais avec tout l'Empire britannique qui s'est installé sur tout le littoral. Et donc, c'est des Amérindiens, des Chinois, des Polynésiens, des Fidjiens, bien sûr des Noirs africains, qui sont venus et qui ont rencontré pour la première fois des citoyens et des citoyennes françaises. Et c'est la première fois que nous, on les a rencontrés pour de vrai. Et donc, voilà, c'est un spectacle qui va pas mal tourner au mois de novembre. Là, c'est la dernière année des commémorations. C'est un spectacle qui touche énormément. Donc, il va pas mal tourner dans le Nord. Guettez les dates. On donnera les dates à la radio et sur la page de l'émission, la page Facebook de l'émission. Merci. « 1917. Je me rends dans un endroit dégagé au milieu des bois afin de prier, en compagnie d'autres Bloods de la même tribu que moi. Nous faisons une offrande à l'esprit du soleil, afin que celui-ci nous protège dans les combats à venir. Strangling Wolf, loup qui étrangle, se plante une aiguille près du genou. Il découpe un morceau de sa peau. Il tend les lambeaux vers le soleil et prie. Tehan Nahatan Liasika.
outre les contes musicaux que j'évoquais, donc Gourmandise, les musiciens de Brême, tirés des frères Grimm, tu proposes également des contes merveilleux et des histoires issues des mythes grecs ou d'autres parties du monde, ou des contes médiévaux aussi. On peut citer par exemple Gilgamesh, et il y a aussi Hercule, le tueur de monstres, qui fait partie d'un diptyque justement autour de la domination masculine et des relations femmes-hommes. Et le second diptyque, c'est Le chemin des épinettes, et justement tu es en train de créer ce spectacle, et tu seras on est le 19 août au moment où on enregistre, tu seras demain, donc le 20 août à Saint-Omer pour une résidence autour de ce spectacle. Parle-nous de ces deux spectacles justement, Hercule et Le chemin des épinettes, comment c'est né? Alors, Héraclès, le tueur de monstres, et donc le chemin des épinettes. C'est vrai que cette question du rapport homme-femme, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là ? Non seulement comment on en est arrivé là, à cette domination masculine et qui est quand même encore très prégnante, alors que toutes les lois aujourd'hui sont faites pour qu'il y ait une égalité réelle. Malgré ça, on est quand même dans un monde extrêmement inégalitaire au niveau des fonctions, de l'organisation familiale, de l'organisation sociale, du regard qu'on porte les uns sur les autres, de cette violence faite aux femmes physiques, voilà. Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc j'ai eu envie de remonter un petit peu dans le temps pour se dire comment les histoires et à la fois comment ça s'est institué entre nous ça, et comment les histoires nous le racontent. Donc c'est vrai que le hasard, mais en même temps je crois jamais au hasard, m'a amené vers Héraclès à un moment donné où en fait on m'avait demandé de faire un spectacle sur le sport chez les Grecs. Et bien sûr, enfin les conteurs vont rire s'ils m'écoutent, on dit jamais non. Donc j'ai dit oui, bien sûr, le sport chez les Grecs, je vous ferai ça pour le mois de mai, il n'y a pas de problème. Et puis après, quand je suis revenue dans mes histoires grecques, parce que ça fait longtemps que je travaille sur la mythologie, donc je savais que ça c'était possible. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment passer par Héraclès. C'est lui qui a fondé les Jeux Olympiques et c'est quand même le héros par excellence. Et donc je me suis dit, allez, toi en tant que féministe, comment tu vas raconter cette histoire du héros viril par excellence? Et en fait, c'est un personnage qui est plein de fragilité. Qui est né en fait de la grande opposition entre Zeus et Héra. Il faut savoir quand même que Héra est une femme battue et s'est retrouvée accrochée par les pieds en haut de l'Olympe, et que son fils Héphaïstos, qui a voulu la défendre, s'est retrouvé balancé en bas de l'Olympe, et c'est pour ça qu'il est handicapé à vie et boiteux, parce qu'il a voulu défendre sa mère face à Zeus. Donc c'est des histoires qu'on raconte peu, enfin où on le passe comme ça, mais si on le regarde dans la réalité des choses, c'est vraiment ce que ça raconte. Et cet Héraclès qui va naître parce que Zeus décide de créer un surhomme pour aider l'humanité, est pris au piège de son propre destin et de cette vengeance implacable de cette femme mal aimée, battue, qui va se venger sur cet enfant adultérin. Et finalement l'amener à tuer, Héraclès va tuer sa femme et ses enfants. Et c'est à cause de ça, pour se racheter de ça, qu'il va devoir faire ces fameux travaux. Donc en fait la manière dont je raconte l'histoire, elle met plus en lumière ça que les exploits en eux-mêmes, même si j'en raconte un certain nombre, parce que quand même, mais je raconte pas les 12 exploits, ça serait extrêmement lassant de toute façon. Voilà. Et donc en même temps que je faisais ce travail, il y a quelque chose je commençais un travail plus en profondeur, sur lequel je m'étais commencé à m'interroger quand j'ai travaillé sur Gilgamesh, justement, qui est le premier texte connu transcrit de l'humanité. Les premières traces, elles datent de 2700 ans avant Jésus-Christ. C'est un roi héros qui s'attaque à la grande déesse Ishtar. Ces grandes déesses qui sont très présentes dans les religions anciennes et qui vont être petit à petit élaguées, chassées des temples, jusqu'à ce qu'on arrive, le truc le plus incroyable, à un dieu créateur masculin, quoi. Alors que dans toutes les sociétés traditionnelles primitives, c'est la femme qui crée, quoi. Je ne sais pas comment, mais en tous les cas, on en arrive là aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment creuser? Et en fait, en creusant, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'écriture avant. Donc on ne peut pas savoir, et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Loïc Lequellec. Voilà, elle est sur Internet aussi, l'écouter un peu, il y a des conférences. C'est un anthropologue et un mythologue qui vient de faire un livre extraordinaire sur justement toutes les mythologies, un dictionnaire de la mythologie.
qui a un outil extraordinaire, qui n'est pas très cher, qui coûte 30 ou 35 euros pour ce que c'est vraiment achetez-le. Et donc ce monsieur m'a dit, mais Françoise, c'est comme ça partout et de tout temps. Toutes les sociétés sont basées sur la domination masculine, à part peut-être 2 ou 3 dans le monde, extrêmement rares. C'est comme ça partout. Donc ça n'a jamais existé autrement. Et donc du coup, je suis partie un peu sous un autre angle en me disant, mais comment les histoires nous racontent ça, comment les peuples ont raconté ça, comment on justifie par les histoires cette domination masculine, et qu'est-ce qu'on peut en dire encore aujourd'hui. Parce que c'est vrai que depuis 30 ans, il y a un gros travail qui a été fait sur l'histoire des femmes, sur l'anthropologie. Enfin, on se fait plus rironner quand on pose ces questions. Je me rappelle que quand même, quand j'ai créé, c'est pas si vieux, Amazon en 2004, j'ai eu des réactions assez violentes. C'est-à-dire, féministe, c'est une mal baisée, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça commence à changer. Certains hommes ont pris les choses plus en main. En tous les cas, dans la réflexion scientifique, il y a une vraie prise en compte de cette question. Et donc, du coup, j'utilise des travaux comme ceux de Françoise Héritier, Priscille Touraille ou d'autres, qui posent ces questions de manière différente. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on s'attaque avec le chemin des épinettes. À partir de demain, on a déjà travaillé un petit peu, une quinzaine de jours. On était en résidence dans un centre culturel de rencontre dans la Loire au mois d'avril. On a commencé à écrire. Et voilà, une forme à la fois dialoguée qui intègre ces questionnements des chercheurs et puis un certain nombre de mythes et de chants de femmes aussi, de grandes poétesses qui ont traversé l'histoire et qui sont là depuis la nuit des temps, puisque le premier auteur connu, dont on connaisse le nom, est une femme, Énée Douana, qui est une prêtresse d'Ishtar, 2400 ans avant Jésus-Christ, qui a signé de son nom des poèmes à la grande déesse, justement. Voilà. Donc il y a des femmes qui ont écrit, qui ont accompli leur destin face, malgré tout, dans ces mondes difficiles pour elles. C'est vrai que, aussi bien dans la littérature que dans les grandes figures de l'histoire, quand moi on m'a enseigné l'histoire, c'est l'histoire des hommes en fait. Oui, et c'est ce que disent la plupart des chercheurs et des chercheuses aujourd'hui, enfin qui se sont posé la question différemment, qu'elles soient des philosophes, des sociologues, des anthropologues, qui disent, mais en fait, même des scientifiques, voilà, qui disent, mais j'ai pas un seul nom de femme dans les études. Et en fait, quand on cherche, elles sont là, elles existent. Voilà, elles sont là, mais simplement elles sont oubliées de l'histoire. Bon, ça c'est aussi un travail que je fais avec l'association HF, une association qui milite pour la parité dans le spectacle vivant, où on met en valeur le matrimoine, c'est-à-dire remettre en valeur des femmes artistes, scientifiques, ou résistantes, ou qui faisaient partie de conseils municipaux, ou qui faisaient partie d'associations qui ont fait un travail extraordinaire, mais dont on a oublié le nom parce que les femmes ne signent pas, et les femmes, comme c'est les hommes qui sont là, ils disent c'est moi qui ai fait alors que c'est elle. Voilà, une mise en valeur du matrimoine. Et le titre, Le chemin des épinettes, je ne sais pas si on peut en dire quelques mots. Oui, parce que de toute façon, dès le début du spectacle, on est au courant. En fait, c'est l'histoire du petit chaperon rouge, qui est une histoire de sang, en fait, et de transmission entre la grand-mère et la petite fille, voilà. Et donc, le spectacle démarre sur cette histoire racontée à ma manière, justement, où on dit, pourquoi on ne parle pas du sang, alors que ce spectacle ne parle que de ça, enfin, que cette histoire ne parle que de ça. En fait, quand le petit chaperon rouge croise le loup dans la forêt, il lui demande, est-ce que tu veux prendre le chemin des épines ou le chemin des aiguilles, ou le chemin des pierrettes, le chemin des aiguillettes, voilà. Mais il y a toujours 2 chemins. Elle prend pas toujours le même, mais on s'est dit que le chemin des épinettes, c'était peut-être le chemin de traverse, le chemin de la broussaille, celui qui nous amène ailleurs avec d'autres questionnements. Et on peut en voir un extrait sur ton site diredetoiles.com. Il y a un très bon dossier justement sur le spectacle que je vous invite à consulter. En ce temps-là, le monde des dieux et le monde des humains n'étaient pas encore complètement séparés. Un dieu pouvait te rendre visite, manger à ta table, faire un bout de chemin avec toi, te donner des conseils ou te punir si tu ne suivais pas ses conseils. Et les dieux et les déesses pouvaient s'unir à un humain ou une humaine et engendrer un demi-dieu ou une demi-déesse.
Zeus décide donc d'engendrer un demi-dieu, un surhomme, un homme parfait. Et donc, pour engendrer un surhomme, il faut qu'il trouve sur la terre une femme. Et une femme parfaite. Et là, c'est là que les difficultés commencent. Ben oui, parce que pour nous, c'est pas très difficile de trouver une femme parfaite, mais pour les Grecs, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a que deux sortes de femmes parfaites. Soit c'est une jeune fille, et elle est vierge, soit c'est une femme mariée, et elle est fidèle à son époux. Vous voyez le problème ? Si Zeus s'unit à une jeune fille, elle ne sera plus vierge, et donc elle ne sera plus parfaite. Et s'il s'unit à une femme mariée, elle ne sera plus fidèle à son époux, et elle ne sera donc plus parfaite. Mais Zeus, qui a avalé Métis, n'en est pas à sa première ni à sa dernière entourloupe. Il a d'ailleurs déjà fait tout son plan et choisi sa victime. Enfin, sa maîtresse, Alcmène. Alors, outre les spectacles, tu animes également des formations au conte. Alors, comment se déroule un atelier avec toi? Comment on apprend à être conteur? Alors, je fais des ateliers à la demande. J'en ai fait d'ailleurs au foyer ruraux. Il y a de ça quelques années. J'avais fait 3 week-ends de formation. J'en ai fait un peu partout. Je fais pas d'ateliers réguliers parce que j'en ai pas forcément le temps. Voilà. Après, c'est plus à la demande. Ce que j'aime bien, c'est faire découvrir tous les outils en fait. Je dis que je fais pas des cours magistraux. J'arrive avec ma boîte à outils et je partage ma boîte à outils. C'est-à-dire comment, moi, je travaille sur la voix, sur le corps, sur l'imaginaire, comment gérer l'espace, comment s'interroger sur une histoire, qu'est-ce qu'on a envie de dire dans une histoire, comment malaxer l'écriture pour justement sortir le jus, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire, parce que les contes, comme je dis, ceux qui sont dans les livres, c'est une photographie. Donc déjà, il y en a plusieurs photographies, 3000 versions du Petit Chaperon Rouge, donc allons chercher à droite à gauche. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire aujourd'hui, chacun en tant que conteur, dans notre monde d'aujourd'hui et aussi dans la tradition, parce que c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est que si les histoires sont restées à travers le temps, c'est qu'elles ont toujours quelque chose à nous dire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui? C'est-à-dire à la fois ne pas trop les trahir, mais en même temps dire ce qu'on a à dire, nous, à travers ces histoires, pour que ça parle aux gens d'aujourd'hui, sinon ça leur parle pas. Alors, prochainement, on va te retrouver. Je vais inviter les auditeurs à aller sur le site, donc www.diredetoiles.com. Sinon, je mettrai aussi donc les dates sur la page Facebook La Vie des Livres. Mais on peut donner les premières dates, tout au moins pour octobre. Il y aura sur Les Ailes du Vent, avec Jean Cohen-Solal à la médiathèque d'Atin. C'est dans le Pas-de-Calais, je ne sais pas trop où ça se trouve. À côté de Montreuil. Donc sur Les Ailes du Vent, tu peux en dire quelques mots? En fait, c'est un peu l'histoire du vilain petit canard, mais réadapté. C'est un petit canard tout noir qui naît alors que tous ses petits frères et sœurs ils sont tout jaunes. On se moque de lui, on l'appelle Grand Échalas. En plus, quand il naît, il est même pas noir, il est tout rose, il a pas de plumes, il n'arrive pas à nager. Et donc son père se moque tout le temps de lui, décide de mourir. Et part sur le chemin vers la nuit éternelle. Mais c'est pas évident de mourir. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais on n'y arrive pas facile. Et donc au fond il arrive dans une forêt et là il rencontre le hibou qu'il trouve là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est sûr que tu vas la trouver la mort. Si tu restes là, tu vas te faire bouffer par le renard. Tiens, viens donc chez moi. Je vais te raconter des histoires. Oh, t'as jamais raconté d'histoire? Je comprends pourquoi t'as envie de mourir. Et le hibou commence à lui raconter des histoires d'oiseaux qui petit à petit lui donnent envie de vivre. Et on va d'histoire d'oiseau en histoire d'oiseau jusqu'à ce qu'il trouve son chemin et son destin. Très bien. Et puis, donc ça c'est le 6 octobre à la médiathèque d'Atin. Et puis le 13 octobre, il y a Gourmandise pour la nuit des bibliothèques à la médiathèque Noël de Jonc à Templemar. C'est à 18h. Alors Gourmandise, c'est...
Alors Gourmandise, c'est un spectacle que j'aime beaucoup, qu'on joue avec Isabelle Bazin, qui est chanteuse, accordéoniste et clown. Et avec Isabelle, on a un duo un peu, parce que bon, j'ai un côté un peu intello des fois quand je raconte mes histoires. Et elle a un peu le côté Auguste, quoi, clown blanc Auguste, et particulièrement dans ce spectacle. Et donc c'est un spectacle très sympa qui parle donc de gourmandise. Et à partir de contes merveilleux, en fait, on décline beaucoup de choses autour du repas. On en sort avec la bave qui dégouline des lèvres tellement on a envie de manger. Très bien. On pourra te retrouver donc en mars pour le chemin des épinettes. Oui, le chemin des épinettes à la Barcarolle, au Moulin à Café, ce théâtre qui est installé donc dans l'ancien hôtel de ville, dans le sous-sol de l'hôtel de ville, le théâtre enfin réhabilité. Voilà. Et puis je vous conseille Ces Inconnus chez moi, ce spectacle autour de la Grande Guerre qui va tourner, on le joue le 16 septembre à Montreuil, c'est pas encore sur le site mais ça va l'être bientôt pour les Journées du patrimoine justement à la citadelle de Montreuil, et puis beaucoup au mois de novembre, c'est la dernière année des commémorations, je pense qu'il tournera pas beaucoup après et c'est dommage parce que c'est un spectacle vraiment qui parle de la rencontre de l'autre et ça a beaucoup à nous dire aujourd'hui où les migrants sont à nos portes et où on a besoin de comprendre que ces hommes-là ils sont venus, et des femmes parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont venues travailler pendant la guerre, voilà, que la mondialisation c'est nous qui l'avons d'abord cherché. On rappelle ton site internet, c'est le www.diredetoile.com, diredetoile.com. Et puis aussi une page Facebook, la compagnie Théâtre Dire d'Étoiles. Vous tapez ça dans la barre de recherche sur Facebook et vous allez retrouver la page. Voilà. Merci beaucoup Françoise. Merci, allez écouter des histoires un peu partout.